Mégaphone. Mégaphone. Elles ont choisi Amnesty International pour leur projet tutoré dans le cadre de leurs études. Dans Mégaphone, je reçois 4 étudiantes de l'Université catholique de l'Ouest. Elles vont nous parler de ce projet et des combats qu'elles soutiennent, notamment en ce qui concerne les prisonniers politiques. Elles nous parleront également de l'avortement réprimé dans de nombreux pays, même en cas de fausse couche comme au Salvador. Ces 4 étudiants sont accompagnés d'Annick Magnan, président de la branche Vantes d'Amnesty International. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper au niveau de la prononciation. Colombe de Wavrin, c'est ça ? Oui, Colombe de Wavrin. Bonjour. Julie Loquet, bonjour. Alicia Paris, bonjour. Bonjour. Et Marine Gallo, bonjour. Bonjour. Et enfin Annick Magnan, bonjour. Bonjour. Alors Annick Magnan, vous étiez venue d'ailleurs l'année dernière pour parler d'Amnesty International. Vous militez dans l'association depuis 1983 et je le disais, vous êtes présidente de l'antenne vantaise d'Amnesty International. Alors pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore Amnesty International, j'imagine qu'ils sont peu, est-ce que vous pourriez rappeler un petit peu ce qu'est cette association ? Voilà, Amnesty est une association pour la défense des droits de l'homme qui a été créée en 1961 par un avocat anglais, Peter Benenson, à la suite il était en train de lire son journal et il s'est aperçu d'un fait divers au Portugal où il y avait une dictature, que 2 étudiants qui ont trinqué à la liberté avec leur boc à Lisbonne ont été arrêtés immédiatement et condamné à plusieurs années de prison. Donc il s'est offusqué de ces faits en disant comment en Europe peut-on subir de tels traitements, et il lui est venue l'idée de diffuser cette information auprès de ses collègues, auprès de différents journaux, et lui est venue l'idée de demander d'écrire. Et c'est par l'écriture qu'on va obtenir des résultats. Alors depuis, est-ce qu'il y a eu des actions qui ont fait connaître cette association, plus que d'autres ? Bien sûr, c'était la pleine époque à ce moment-là de l'apartheid en Afrique du Sud. Et les gens ont été très, très, très sensibilisés à ce qui se passait là-bas. Et il y a eu vraiment un engouement pour adhérer à Amnesty International avec un espoir vertigineux d'améliorer les conditions des droits de l'homme sur la planète. Alors je disais, vous militez depuis 1983 dans cette association, vous l'avez vu évoluer comment ? Donc elle évolue, les gens se sentent concernés et par contre je trouve que depuis quelques années il y a une certaine désaffection dans les adhésions. C'est-à-dire que les gens disent oui, ça nous intéresse, c'est bien, etc. Mais on fera ça plus tard, je ferai ça quand j'aurai 45 ans. Et donc notre présence ici, c'est aussi un appel à l'engagement. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez souhaité la création d'une branche jeune d'Amnesty, on en parlait d'ailleurs l'année dernière. Exactement. Donc là, il y a 2 choses différentes. Il y a l'antenne jeune, qui est menée par un autre groupe de jeunes. Et là, vous avez avec vous 4 étudiantes de l'UCO avec qui je travaille pour un projet tutoré. Donc, ça fait partie de leur cursus. On peut dire que c'est dans la continuité de cette branche jeune ? Ça va c'est la même volonté ? Ils sont en relation, c'est la même volonté, faire connaître Amnesty, mais c'est une autre démarche. Je vais m'adresser d'ailleurs, oui, justement aux étudiants de l'UCO. Alors, pourquoi vous avez choisi cette association Amnesty International ? Qu'est-ce qui vous a motivé à la choisir ? Nous, on cherchait tout d'abord une association, parce que sinon on aurait pu travailler pour une entreprise. On voulait s'investir dans le milieu associatif, mettre en application nos connaissances en termes de communication qu'on a pu acquérir durant nos 3 années de licence à l'UCO. Et pourquoi Amnesty International ? Parce que donc, c'est d'abord une association très importante et elle défend les droits de l'homme. Vous connaissiez, j'imagine, déjà cette association ? Qu'est-ce qui vous marquait dans cette association ? Les différents cas défendus qui sont pour certains vraiment poignants. Des gens, des cas vraiment aberrants dans notre monde actuel. Donc on voulait vraiment mettre en application nos acquis théoriques et surtout s'investir personnellement dans une association. Vous pouvez peut-être nous dire également, vous, ce qui vous a motivé à choisir cette association Amnesty International ? Est-ce que vous en connaissiez ?
Alors, moi, je connaissais Amnesty International. C'est vrai que quand on a eu le choix de nos projets tutorés, c'est vrai que tout de suite, je me suis dit, pourquoi pas Amnesty International ? C'est une association qui défend vraiment les droits de l'homme et personnellement, ça m'a touchée. Et je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Vraiment, en plus, le groupe de Vannes, on avait déjà connu d'autres personnes qui avaient fait un projet tutoré avec Amnesty, d'autres personnes qui faisaient signer des pétitions sur le port et tout ça. Et quand ils venaient s'adresser à nous, c'est vrai qu'on sentait déjà concernés. Parce que déjà l'année dernière, il y avait eu un projet tutoré d'étudiants de oui. l'ECO. C'est pour ça que vous avez souhaité justement continuer sur cette lancée ? On a vu un peu comment ça se passait pour ces personnes et ça nous a aussi permis à nous de voir le déroulement et de nous rendre compte en fait que tout le monde pouvait s'engager, tout le monde pouvait aussi apporter, si on peut dire, sa pierre à l'édifice. Et oui, c'est vrai que grâce à ça, ça nous a aussi permis de nous engager auprès d'Amnesty pour ce projet. Alors là, c'est un projet tutoré, c'est une obligation pour vos études, mais est-ce que par la suite, vous continuerez à militer aussi au sein d'Amnesty International ? Oui, je pense, oui. C'est vrai qu'on apprend aussi à découvrir certaines choses. Donc, on connaissait Amnesty International, mais on ne connaissait pas forcément tout ce que l'association défendait, tout ce à quoi cela renvoyait. Et maintenant, en voyant vraiment l'importance du combat qu'ils mènent, moi, je pense que oui, je continuerai vraiment à pouvoir, si je le peux, à défendre les cas d'Amnesty International. Ce sera également votre cas, vous continuerez à militer après ce projet tutoré ? Oui, pour ma part, je pense aussi pouvoir continuer avec Amnesty International. J'ai beaucoup aimé déjà ce petit avant-goût et pourquoi pas continuer dans une antenne jeune ou plus tard au sein de l'association. Vous n'êtes pas forcément tout originaire du coin, peut-être qu'il y en a qui viennent d'ailleurs, c'est ça ? Alors il y a peut-être des branches, vous savez déjà s'il y a des branches Amnesty International dans vos villes ? Alors en fait, on habite, sauf à Alicia, on habite tout en Bretagne. Alors on n'est pas d'ici, on n'est pas originaire d'ici, disons. Moi je suis d'Annecy, Colombe de Monaco, Alicia de Cherbourg et Adamcy aussi. Du sud de la Du France. sud de la France. Donc après, c'est vrai que maintenant, on habite ici dans des petites villes. Par exemple, on parlait de Caudan tout à l'heure. Moi, je viens de Caudan. Et c'est vrai qu'à Caudan, il n'y a pas de groupe, on va dire. Il y a un groupe à Lorient. À Lorient, voilà. Lorient, Ça va être Quimperlé, voilà. les villes proches. Annick Magnon, on peut Tout à dire qu'on fait. peut retrouver Amnesty International un peu partout dans les villes de France ? Oui, dans les villes de France, dans les grandes villes, enfin les plus grandes villes qui sont en Bretagne. On a pas mal de groupes, on est à peu près une bonne quinzaine de groupes. Dans le Morbihan, nous sommes 3, donc Vannes, Lorient, Quimperlé et Pontivy. Vous travaillez ensemble ? Également, oui, chaque trimestre, il y a une réunion de région à Guarec, qui est un endroit central où se réunissent les groupes de Quimper, les groupes des Abers, le groupe de Brest, le groupe de Lannion, donc tous les groupes, y compris jusqu'à Saint-Malo. Donc pour eux, on a cherché un point central et nous essayons ensemble de poursuivre notre stratégie au niveau de chacun. Reste autonome à l'intérieur de son groupe, mais une stratégie aussi qui peut concerner toute la Bretagne. Et quand je disais tout à l'heure, on pourra peut-être se revoir, chacun va participer aussi et nous sommes présents sur les festivals qui ont lieu l'été. Donc il y a évidemment les Vieilles Charrues, on sera à Douarnenez, on sera à Lorient pour le festival interceltique, à Groix également, pour le FIFIC qui est à la fin août. Donc pour tous ceux qui veulent militer, c'est assez facile de retrouver les contacts d'Amnesty International. Tout à fait. Alors, on va revenir sur ce projet tutoré. Alors tout d'abord, ça consiste en quoi un projet tutoré ? Alors, un projet tutoré, c'est travailler en collaboration avec donc, une association ou une entreprise, par exemple, une organisation, en fait, pour concrétiser, pour matérialiser tous nos acquis théoriques. Et vous serez jugé donc sur les projets que vous mènerez ? On a 2 dossiers à rendre et une soutenance orale en mai 2015, vu qu'on est en 2015. Et donc, on va être jugé sur nos projets, mais aussi donc concrètement sur
sur ce qu'on a réalisé, sur ce qu'on a mis en place, sur notre préparation en amont, mais aussi sur des étapes d'analyse, de recherche en amont de tout travail et après avoir effectué nos projets. Annick Magnan, elles auront plutôt une bonne note pour l'instant ? Alors, cette note, ce n'est pas moi qui vais la donner, mais je pense qu'elles sont très performantes et je suis contente du travail qu'elles effectuent. On va le voir justement avec les projets que vous avez choisi de nous présenter ici dans cette émission. On va parler tout d'abord d'une action une opération qui s'appelle 10 jours pour signer. Alors tout d'abord, en quoi ça consiste cette opération ? Alors c'est anciennement le marathon des signatures. Donc en fait, c'est 10 jours durant lesquels on essaie de récolter un maximum de signatures pour 12 pétitions. Donc en Bretagne, pour nous, ça a été une grosse réussite. Donc nous, on s'est occupé d'aller récolter des signatures auprès des étudiants de l'ICAM, de l'UBS et de l'UCO. Et vous en avez récolté combien ? 2874. Donc on peut dire oui, c'est plutôt un succès. Donc c'est un gros succès. On a eu les félicitations du comité de la région, qui est donc l'intermédiaire entre Amnesty Paris et la Bretagne. Un des parrains de cette opération, c'est Edward Snowden. On peut peut-être rappeler aux auditeurs qui est Edward Snowden et pourquoi il a peut-être été choisi comme parrain. Alors, Edward Snowden, c'était un homme qui travaillait à la CIA, si je ne m'abuse, et qui a dévoilé des informations au grand public sur les injustices qui pouvaient avoir lieu. Je crois que c'était ça. Notamment sur de la surveillance. Hein. Ouais, voilà, sur de la surveillance illégale ou sur recueillir des informations de manière illégale, et qui du coup a été poursuivi. Donc, il a fui les États-Unis et il est actuellement réfugié. Je ne sais plus si c'est en Russie ou. Donc c'est une opération qui a été lancée le 3 décembre. On voyait là, c'était un succès au niveau étudiant. Est-ce que c'est un succès aussi au niveau national ? Oui, tout à fait. Et donc c'est une opération qui est internationale en plus. Donc l'enjeu, c'est de réunir un maximum de signatures en un temps limité, donc une dizaine de jours à peu près. Le parrain réel c'était François Morel. Donc chanteur et humoriste qui, au niveau de Paris et dans différents endroits, est intervenu pour dire allez signer, et qui, dans sa chronique de France Inter, a fait donc de la publicité pour cette action. Donc c'est vraiment, je crois que chaque année, nous obtenons de meilleurs résultats pour la libération rapide. On demande de ces prisonniers qui sont choisis et pour lesquels les étudiantes ont choisi aussi quelques cas particuliers. Alors avant de revenir sur ces cas particuliers, comment sont choisies les personnes qui sont soutenues par cette opération ? Quels sont les critères pour être soutenu ? Alors, il faut être un prisonnier politique, c'est ça ? Oui, alors c'est en fait Paris et c'est Londres aussi qui va choisir ces personnes. Chaque personne, pratiquement, représente un des points du mandat d'Amnesty. C'est-à-dire qu'on va prendre un condamné à mort, on va prendre un prisonnier d'opinion, des blogueurs aussi. Donc on a un cas d'un tout jeune homme qui a donc été condamné à plusieurs années, presque à mort même au début, pour avoir écrit sur des blogs. En Arabie Saoudite, condamné à des coups de fouet, c'est ça ? Alors celui-là, c'est à nouveau. Ah d'accord, c'est pas le même cas. Voilà. Et j'ai vu qu'il y a des résultats, qu'il devait être fouetté, je crois, aujourd'hui, puisque c'était tous les mêmes mardis, et que, ils attendent, ils n'ont pas fait. Peut-être que la médiatisation fait que c'est repoussé. Et puis il y a eu des milliers et des milliers de signatures pour intervenir contre ce traitement inhumain et dégradant qui le conduit tout simplement à la mort. Est-ce que c'est des opérations qui ont du succès ? Parce que Amnesty International met en avant le fait que ça permet parfois de libérer des prisonniers, voire de faire condamner les auteurs de violences. Ce qu'on cherche, c'est libérer les prisonniers. Et on va parler tout à l'heure des femmes du Salvador. Et en même temps, de condamner les gens qui ne respectent pas la déclaration. On va justement parler du premier cas. Alors, ce premier cas, c'est Shaker Amer, j'espère que je prononce bien, incarcéré depuis 13 ans à Guantanamo. Alors, c'est un prisonnier qui n'a eu aucune inculpation et aucun procès ? Oui, voilà. Alors, en fait, c'est un résident britannique qui s'est engagé dans une association caritative islamique et qui est parti en Afghanistan pour aider les gens. Sauf que après le 11 septembre, en fait, il y a eu des bombardements dans la ville et il s'est réfugié dans une famille afghane.
Mais il a été rattrapé et il a été livré aux autorités américaines qui l'ont considéré comme potentiellement un terroriste et l'ont enfermé sans aucun jugement à Guantanamo, où il est détenu depuis 13 ans. Et sous la torture, il a fini par avouer. Mais il n'y a pas eu de procès pour vérifier ça. Donc depuis ce temps-là, il est enfermé à Guantanamo. Il a essayé de se révolter, de faire des grèves de la faim. Il a été nourri de force par sonde nasale. Il a continué à être torturé. Et aujourd'hui, son état physique et mental se dégrade. Et son avocat a déclaré qu'il était en train de mourir d'une lente agonie. Vous dites il a avoué, c'est-à-dire il a avoué quoi ? Il a avoué, j'imagine, être un terroriste ou être engagé dans le terrorisme, parce qu'il était lié à une organisation caritative islamique. J'imagine que dans la tête des gens, il y a dû avoir des amalgames. On ne sait pas. Il n'a pas été jugé, donc je ne peux pas dire s'il est coupable ou pas. C'est aujourd'hui le seul résident britannique incarcéré à Guantanamo ? Oui, aujourd'hui, oui. Vous disiez son état de santé se dégrade, c'est notamment dû aux tortures qu'il subit ? Oui, évidemment, c'est dû aux tortures, à la sous-nutrition. Est-ce qu'on peut donner des exemples de tortures qui sont pratiquées à Guantanamo ? Il y a la privation de sommeil, l'exposition au froid, des positions stressantes. Et après, il y a de la torture mentale, comme il a subi des menaces de viol contre sa fille, la privation de sommeil ou des choses comme ça. Des tortures dont on avait entendu parler récemment, notamment avec ce rapport de la CIA qui mettait en avant justement ces moyens qu'utilisent les États-Unis. Bien sûr, ces moyens sont toujours pratiqués par les États-Unis, qui, après les attentats du 11 septembre, ont dans leur loi pour demander justement la lutte contre le terrorisme, voté à nouveau l'introduction et la possibilité de l'utilisation de la torture. Donc, ils se sont octroyés le droit de torturer pour obtenir des aveux. Il y a aucun pays aujourd'hui du monde qui ne réagit contre ces tortures faites par l'administration américaine ? Si, bien sûr. Enfin, des pays ici, il y en a. Regardez, ne serait-ce que pour la Russie, pour ce qui se passe en Ukraine, puis en Afrique aussi. Il y a énormément, la torture est utilisée. Mais là, ce que je voulais dire, c'est que personne ne met en accusation justement cette torture pratiquée par le gouvernement américain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condamnation, il y a rien n'est fait contre ces tortures. Et elles seront sûrement pratiquées encore par la suite. Oui, voilà. Et nous essayons de travailler pour que ça évolue. Parce qu'aux États-Unis, le problème, c'est que ce sont des États. Et donc, chaque État va aussi avoir ses propres lois en ce qui concerne ces sujets-là. Alors, pour revenir sur le cas de Shaker Amer, il avait été déclaré notamment 2 fois libérable par les administrations Bush et Obama. Alors, pourquoi il est encore incarcéré ? Parce qu'on ne sait pas où le mettre. On ne sait pas où le mettre. Tout simplement. Parce que le faire revenir en Angleterre, où tout à coup, on a peur qu'il rejoigne vraiment, de ce coup-ci, alors que vraisemblablement, il ne faisait pas partie des réseaux islamistes dangereux, mais il risque de l'être maintenant. Il n'est sûrement pas le seul innocent à Guantanamo aujourd'hui ? Ah non. Guantanamo, d'ailleurs, ça fait un moment que ça devait être fermé par l'administration d'Obama. Obama avait promis, dans sa première campagne électorale, qu'il fermerait dans les quelques mois le centre de Guantanamo. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de cette fermeture ? Ça reste comme ça. Alors pourquoi vous avez choisi ce cas ? Alors on a choisi 2 cas sur les 12. Pourquoi ce cas ? Qu'est-ce qui vous avait motivé ? Qu'est-ce qui vous avait étonné ? Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui des États-Unis, qui se veut un pays très démocratique, très libéral. Et c'est vrai que nous, parmi les 12 cas, ce cas nous a un peu interpellés parce qu'on trouvait ça assez étrange, qu'une personne aux États-Unis soit accusée comme ça de terrorisme sans qu'il n'y ait rien de fait derrière, sans qu'il n'y ait aucune investigation. Donc voilà, on a choisi ces 2 cas aujourd'hui pour justement, notamment les États-Unis pour cela. C'est encore plus étonnant quand c'est un pays qui se dit démocratique ? Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Alors vous demandez quoi ? Alors Amnesty International demande quoi pour le prisonnier ? Amnesty demande un rapatriement en Grande-Bretagne, un jugement et après, dans un sens plus global, de fermer Guantanamo définitivement.
Espérons en tout cas que ces souhaits seront exaucés. Alors, est-ce qu'on peut dire que ça avance pour le cas de ce prisonnier politique ? J'espère que ça va avancer et que tous les lettres et toutes les pétitions qui ont été envoyées vont aller dans ce sens. Maintenant, ça va être à se jouer. C'est une pression de notre part, des associations. Il y a d'autres aussi qui font pression. La CAT, par exemple, l'association des catholiques contre la torture. Et maintenant, ça va être à négocier, je pense, entre les États, entre l'Angleterre, qui va devoir, en collaboration avec les États-Unis. Et comment ça se fait que justement l'Angleterre ne réagisse pas plus que ça ? On l'a dit, c'est un résident britannique pourtant. Ils ont participé à la guerre contre l'Irak. C'était un mensonge manifeste. On reviendra peut-être pas sur ces mensonges manifestes. Alors, on va parler du second cas que vous avez choisi de présenter, les habitants de Bhopal en Inde. Alors, ces habitants, ils ont subi un nuage toxique. Oui, tout à fait. Alors, ça a lieu le 2 décembre 1984, oui. En fait, donc on a choisi notamment ce cas parce que en fin d'année 2014, ça faisait 30 ans que cette catastrophe, qui est l'une des plus grandes catastrophes industrielles, a eu lieu. Donc, cette nuit-là, il y a eu une fuite de gaz toxique qui s'est produite dans une usine de pesticides, qui était une filiale indienne d'une multinationale américaine. Et près de 10 000 personnes ont trouvé la mort dans les heures qui ont suivi, puisque ce nuage toxique s'est propagé dans les 25 kilomètres alentours, atteignant notamment un bidonville qui était situé près de cette usine. On peut dire qu'on n'a presque pas rien entendu parler de cette histoire. Elle a été peu médiatisée en fait. Oui, tout à fait. Alors que c'est quand même l'une des plus grandes catastrophes industrielles à ce jour, qui a fait plus de morts que Fukushima et Tchernobyl réunis. Alors si on s'y intéresse pas, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui les concernés sont des gens pauvres qui habitent dans des bidonvilles ? Peut-être, oui, peut-être que c'est pour ça, parce que ces personnes, elles n'ont pas encore assez de pouvoir pour faire porter leur voix, pour dénoncer ce qui se passe, bien qu'elles essayent, et c'est pour ça qu'avec Amnesty International, on essaye vraiment de faire tout ce qu'on peut pour que leur voix puisse se faire entendre. Alors suite à cette catastrophe, en plus la population n'a même pas du tout été informée ? Elle n'a pas été informée ni dans les heures qui ont suivi, ni dans les jours qui ont suivi. Elles ont seulement senti les effets, c'est-à-dire que cela se concrétisait par des pertes de vue, des problèmes respiratoires. Ils n'ont pu que fuir. Et voilà, ils n'ont pas du tout été informés de ce qui se passait. Alors là, vous parlez des conséquences sur le moment. J'imagine qu'il y a eu des conséquences également sur le long terme ? Oui, tout à fait. Donc, beaucoup de maladies respiratoires. Les personnes concernées aussi ont eu beaucoup de troubles. Des malformations également ? Des malformations, voilà, qui sont sur plusieurs générations. C'est-à-dire que les enfants de ces personnes et leurs petits-enfants ont aujourd'hui, eux aussi, beaucoup d'handicap. C'est ce qui montre vraiment l'ampleur de cette catastrophe. Et ils n'ont jamais été indemnisés. C'est d'ailleurs ce que vous demandez aujourd'hui, vous demandez une indemnisation de la part des entreprises ? Tout à fait. Nous demandons que les entreprises impliquées rendent des comptes et payent des indemnisations adéquates aux victimes, en plus de la décontamination du site et une assistante médicale, bien sûr, aux victimes. La responsabilité des gouvernements et des entreprises aujourd'hui, elles sont avérées. On sait qu'elles ont une responsabilité dans cet événement ? On sait qu'elles ont une responsabilité. Maintenant, cette responsabilité n'est pas assumée, pas complètement. Ils ont accepté de verser un peu d'argent pour dédommager les victimes, mais ce qui reste pas du tout suffisant aujourd'hui, vu au nombre de victimes qu'il y a eu. Pourquoi là encore vous avez choisi ce cas ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Alors tout d'abord parce que c'était un cas qui fêtait, comme je le disais, son 30e anniversaire au moment des jours pour signer, et parce que c'est vrai que comme tous les autres cas, c'est un cas vraiment très poignant qui nous a alertés. Voilà, c'est vrai qu'on se met à la place des gens, et du fait que c'est vraiment une catastrophe, qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler, et que ça soit encore comme ça, que ça n'évolue pas assez, ça nous a beaucoup touchés. Alors Annick Magnan, il en est quoi justement de ce dossier ? Est-ce qu'il avance ?
Et ce dossier, on espère qu'il avance. Là, pour le moment, je crois que il y a eu des milliers de lettres et de pétitions qui ont été envoyées, de signatures. Je crois qu'il y a en ce moment des négociations justement qui se font entre les États et entre les entreprises, parce qu'il y a plusieurs entreprises qui sont aussi les multinationales. Donc, il n'y a pas que les États. C'est ça qui complexifie un petit peu notre travail. C'est qu'on s'aperçoit que de plus en plus, ce sont les multinationales qui portent préjudice aux droits de l'homme. Et ces multinationales appuyées par les États. Des multinationales qui en plus auraient les moyens d'indemniser ces victimes ? Oui, je pense. Ça concerne aujourd'hui quelle part de population, ce bidonville qui a été attaqué par ce nuage ? Alors c'est vraiment donc les habitants de la région de Bhopal et les alentours, puisque à la suite de ce problème, il y a eu notamment un étang qui a été infecté et les populations alentours viennent, se servent de cette eau pour la boire. Leurs animaux aussi peuvent avoir contact avec cette eau. Et par la suite, les personnes mangent la viande de ces animaux, en boivent le lait. Donc, tous les alentours peuvent être contaminés, en fait. Vraiment, toutes les personnes alentours de la région de Bhopal. Donc là, maintenant, l'avenir, c'est de voir si ces lettres vont avoir fait pression. Les 12 cas de 10 jours pour signer sont suivis toute l'année, c'est-à-dire jusqu'au le 10 décembre 2015. Et donc, à chaque fois, on va faire le point et ensuite, on va refaire l'action, on va la remodifier éventuellement la pétition de façon à proposer d'autres termes pour que ça continue. Alors, on va terminer en parlant d'un autre thème, celui de l'avortement, et notamment avec un cas particulier, celui du Salvador. Alors, un avortement qui est interdit depuis 1998 ? Oui, voilà, exactement. En fait, au Salvador, les femmes ne peuvent avoir recours à l'avortement, même si le fœtus a peu de chances de survie, si la vie ou la santé de la mère est en danger, ou encore si la grossesse résulte d'un viol. Donc, en fait, le contexte culturel et religieux de ce pays rend difficile l'accès à la contraception. Alors vous disiez contexte religieux et politique, alors vous pouvez expliquer ? C'est-à-dire que le contexte, il est particulier. Annick Magnon, peut-être ? Oui, parce qu'il y a beaucoup de pression de l'Église sur le gouvernement par rapport, parce que l'avortement a été autorisé. Oui, parce qu'il existait avant, il existait avant 97. Oui, 97-98, et donc il a été interdit à ce moment-là par des lobbies de toutes sortes et des églises, parce que là-bas il y a énormément d'églises, il n'y a pas que l'église catholique, il y a des protestants, il y a toute la gamme des témoins de Jéhovah, etc. Donc ils sont très puissants là-bas. Et ils ont réussi donc à obtenir l'interdiction de l'avortement, et y compris lorsqu'il y a viol. Et on arrive à l'absurde, c'est que maintenant, toute jeune femme qui va faire une fausse couche va être suspectée d'avoir fait un avortement. Et vous avez d'ailleurs le cas d'une femme qui risque d'être condamnée, ou alors qui ne pourra pas avorter, c'est ça ? Elle a été condamnée. Je vais vous parler en fait de Carmen Guadalupe. En fait, c'est une jeune fille de 23 ans qui a été condamnée à l'âge de 18 ans à 30 ans de prison après avoir fait une fausse couche en 2007. Donc c'est une jeune maman d'un petit garçon de 5 ans qui a été accusée d'avoir subi un avortement. Et lorsqu'elle a été conduite à l'hôpital, c'est le personnel de l'hôpital qui l'a dénoncée. Donc Guadalupe fait partie d'un groupe de 17 salvadoriennes purgeant des peines de 12 à 40 ans de prison suite à des complications liées à une grossesse. Et en fait, donc Amnesty International a constaté que plusieurs femmes qui étaient emprisonnées avaient fait une fausse couche. Ainsi, une pétition a été lancée en faveur de Guadalupe, de Carmen Guadalupe, et qui a été, donc le 21 janvier dernier, a été graciée par l'Assemblée législative salvadorienne après un examen judiciaire complexe par la Cour suprême. Alors est-ce que le monde se révolte contre ces cas ? Oui. Parce que c'est pas... Il y a aussi d'autres pays en Amérique latine qui
qui interdisent également l'avortement, tel que le Chili. Donc, c'est pas le seul cas au Salvador. Mais est-ce que le Salvador est un peu plus strict que les autres pays ? C'est pour ça que vous avez choisi peut-être le cas du Salvador ? Oui. Ouais. Oui, je pense. Et le fait que, justement, on ait rétabli la pénalisation de l'avortement donc, est choquant, alors qu'on va plutôt vers un allègement et donc la possibilité d'admettre, surtout quand il y a viol. Mais là, pour Guadalupe, il n'y avait pas viol. Donc, c'est vrai qu'elle a vu un autre enfant très jeune, vivre aussi dans des conditions très, très, très difficiles. Donc, elle était enceinte, donc d'après les documents, elle vivait chez ses parents. Et à 8 mois de grossesse, elle a eu des saignements et son bébé était mort-né. Et elle a été dénoncée par le personnel médical qui est donc à la police. Et la police est venue la chercher et elle a été condamnée à 30 ans, je crois. 30 ans de prison, c'est ça. 30 ans de prison, ouais. Voilà. C'était d'autant plus important de parler de ce cas qu'on vient de fêter en France les 40 ans de la loi Veil qui permet justement l'avortement en France. Voilà, exactement. On se rend compte de la chance qu'on a en France de pouvoir avorter, alors que dans d'autres pays, donc comme au Salvador, qui n'ont pas accès à cet avortement dans les différents cas que j'ai cités auparavant, même si le fœtus a peu de chances de survie. Voilà. On voit également qu'il y a des reculs en Europe, comme par exemple en Espagne, il a fallu avoir un recul. Enfin, On a failli avoir un recul. Je sais pas où on en est maintenant dans la situation. Non, ça y est, c'est resté un petit peu statu quo, mais l'Espagne a bien failli perdre son droit à l'avortement il y a 3-4 ans. Et récemment encore, c'était depuis que donc la droite est revenue au pouvoir, il y a eu vraiment une très 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 forte pression des églises, de l'extrême droite, etc. pour un recul. Il faut rester très vigilant. On arrive au terme de cette émission. Je rappelle que j'étais avec 4 étudiantes de l'Université catholique de l'Ouest, Colombe Deva, on dit Devra, De Vravrin, c'est ça? Alors allez-y, je vais vous laisser le dire, ça va être plus simple. De Havrin, Julie Loquet, Alicia Paris et Marine Gallo qui étaient accompagnées d'Annick Magnan. Alors Annick Magnan, vous êtes présidente de l'antenne vantaise d'Amnesty International. On va terminer par un tour de table. Si vous deviez donner envie à nos auditeurs de militer au sein d'Amnesty International, qu'est-ce que vous leur diriez? On va commencer par ici. Voilà, un premier rendez-vous qui est notre conférence à l'Université catholique de l'Ouest mardi 24 février, donc qui présentera Amnesty International, son action, la possibilité pour les jeunes de s'engager avec le président de l'antenne jeune de Vannes, Antoine Pretot, et également une témoin qui viendra attester de l'efficacité de l'action d'Amnesty. Donc rendez-vous le 24 février, c'est ça? Voilà. Exactement. Donc pour terminer, si vous deviez donner envie à nos auditeurs de venir militer à Amnesty International? La défense des droits de l'homme, tout simplement. Donc on a l'impression que c'est une cause acquise et défendue bien suffisamment et qui pourtant a toujours besoin de nombreux soutiens. Colombe ? Je suis d'accord avec Alicia. C'est la défense des droits de l'homme. Et si vous sentez concerné un peu par les cas qu'on a exposés durant cette émission, eh bien, rejoignez-nous. Ouais. Marine ? Il est important aujourd'hui de montrer qu'on soutient des causes comme celle-ci, important pour ces personnes aussi qui ont besoin de notre aide. Donc vraiment, si les personnes pensent aux droits de l'homme, si elles se sentent concernées, et c'est important de militer pour cela. Et Julie ? Oui, donc comme mes camarades, forcément militer pour les droits de l'homme, se rendre compte de la chance que nous on a de vivre dans un pays libre et qu'il n'y a pas de petite participation. Donc même une signature, même si c'est rien, ça peut aider beaucoup. Donc ne pas hésiter. On termine avec vous, Annick Magnan. Voilà, donc ma fidélité à l'organisation peut montrer justement que c'est vraiment une action pour laquelle il faut continuer. Enfin, je resterai toujours militante pour les droits de l'homme. Et je pense qu'à la conférence du 24 février, il y aura Madame Rakoto-Nerina, pour lequel Amnesty a travaillé... Conseillère municipale à Vannes. Conseillère municipale, pour lesquels Amnesty a travaillé donc pour la défense de son mari, qui était considéré comme un prisonnier d'opinion, et qui, Amnesty a obtenu finalement gain de cause, et il a été libéré. Et cette personne nous est tellement reconnaissante à l'organisation qu'elle est, m'a-t-elle dit, toujours prête à venir témoigner.
Donc on a rendez-vous le 24 février, alors le rendez-vous est où? Vous pouvez le rappeler? À Luco à 18h. Voilà, donc on passe le message et on essaiera de le rappeler également dans notre journal. Merci à toutes d'être venues dans cette émission. Merci beaucoup. Merci également aux auditeurs de nous avoir suivis. Cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la retrouver, l'écouter et la télécharger sur radiobraise.net, rubrique mégaphone. Également pour suivre l'actualité de la radio en direct, retrouvez-nous sur Facebook en tapant Radio